Bonjour et bienvenue sur Sobrecrate. Aujourd'hui on ouvre une nouvelle série, Philosopher la paix. On commence par le premier et non les moindres, Platon, et un texte qui ne prononce presque jamais le mot paix, la République. Chez les Grecs, il existe plusieurs mots pour dire la paix. Il y a polémos pour la guerre contre l'ennemi extérieur, stasis pour la guerre civile, la discorde interne, homonoia pour l'accord des esprits, la concorde, et eirénée pour la paix au sens classique. Dans la République, Platon parle assez finalement peu d'eirénée. En revanche, il parle beaucoup de stasis, la cité qui se déchire, l'âme elle-même qui se fait la guerre. On verra alors que pour Platon, la paix n'est jamais un simple arrêt des armes, ni un vague sentiment de calme, ni un idéal pacifiste un peu doux. La paix chez lui désigne la forme d'un tout bien ordonné, que ce soit psychique ou politique. Tout l'enjeu ici sera de faire apparaître cette forme platonicienne de la paix sans plaquer sur lui nos catégories contemporaines souvent marquées par un certain idéal de paix dans le pacifisme. Notre premier contact avec la question de paix dans la République apparaît dans l'altercation avec Thrasymachie au livre 1. Thrasymachie est le réaliste brutal, celui qui entre dans la discussion comme une bombe et qui énonce sa thèse devenue célèbre, le juste, c'est l'intérêt du plus fort. Si on traduit cette position en termes de paix, l'idée est assez claire. Il y a toujours un rapport de force sous-jacent. Quand un camp gagne, il met en place ses lois s'appellent justice, et l'ordre qui en résulte s'appelle la paix sociale. Autrement dit, ce que nous appelons la paix n'est jamais qu'une guerre gagnée, figée, stabilisée, et rebaptisée pour être plus digeste. La paix, c'est la résignation des vaincus sous la loi des vainqueurs. Platon ne répond pas d'abord par une indignation morale, mais par une analyse structurelle. Socrate fait remarquer que dans un groupe vraiment injuste, une bande de voleurs, une armée de mercenaires, si chacun essaie constamment de gagner sur l'autre, de trahir, de garder plus pour lui, alors le groupe finit par imploser. La suspicion généralisée, les trahisons et les divisions détruisent de l'intérieur la capacité même d'agir ensemble. Un ordre fondé exclusivement sur la ruse et la force est structurellement instable. C'est là que Platon introduit notre vocabulaire de la paix. L'injustice, dit-il, provoque la stasis, la guerre civile, tandis que la justice produit la philia, l'amitié, l'homonoia, du commun accord, une unité d'intention. Un ordre vraiment injuste ne peut pas se maintenir longtemps, ou alors uniquement par un degré de violence qui finit lui-même par miner la cohésion. La paix que décrit Thrasymachie est donc une paix instable, elle porte en elle la guerre à venir. Platon transpose immédiatement ce schéma dans l'âme. L'âme injuste est décrite comme ennemie d'elle-même. Une partie veut ceci, une autre veut cela, on méprise, on se déteste. La paix de l'âme, à l'inverse, sera donc tout ce qui rend impossible ce type de déchirement permanent. Avec Thrasymachie, nous avons déjà une première antidéfinition. Il existe une fausse paix quand la force domine sans justice. C'est un calme apparent qui n'est qu'un conflit gelé. Tout le reste du dialogue cherchera donc une autre forme de paix, une paix réelle qui soit la conséquence de la justice et pas simplement le masque d'un rapport de domination. Pour rendre visible tout ceci, Socrate propose au livre 2 un détour célèbre. Avant de considérer ce qui est le plus avantageux, il faut d'abord savoir ce qu'est la justice. Il propose alors de la chercher dans l'État, dont la structure est analogue à celle de l'âme individuelle. Ce procédé lui permet de rendre la structure de l'âme plus perceptible, en grand. Il commence par imaginer une première cité, la cité saine d'une extrême simplicité. On y retrouve quelques métiers de base, les paysans, les artisans, les bâtisseurs, les tisserands. On y mène une vie frugale, on mange juste ce qu'il faut, on dort sur des couches modestes, on chante un peu le soir après le travail, il n'y a ni luxe ni raffinement superflu, mais l'ensemble reste stable. Une société irénique à part entière. Ce tableau n'est pas qu'une rêverie simpliste, il a une fonction conceptuelle. Dans cette cité, les désirs restent limités à ce qui est nécessaire. Les ressources locales suffisent à nourrir tout le monde, chacun a un rôle et une part qui lui convient. Dans ces conditions, personne n'a de raison pressante de convoiter ce qui appartient à autrui, et la cité n'a pas besoin d'agrandir son territoire.
La paix ici n'est pas un grand idéal moral, c'est une conséquence purement mécanique d'une économie réglée du désir. Tant que la cité vit dans le registre du suffisant, le conflit avec les autres n'est pas inscrit dans sa structure. La paix n'est donc que la conséquence logique de l'organisation de la cité simple. Mais tout bascule lorsque Glaucon s'insurge et définit une telle cité comme une cité de porcs. Il réclamait alors l'ajout de quelques luxes et conforts. Socrate accepte alors de décrire une cité fiévreuse. On ajoute des métiers liés au luxe, des parfumeurs, des décorateurs, des artistes. Les besoins explosent et les désirs deviennent presque illimités. Platon a un mot pour cette pulsion du toujours plus qui est au cœur de sa critique de l'injustice, la pléonexia, c'est-à-dire le fait de vouloir plus que sa part, plus que les autres. Dès que la pléonexia devient collective, un basculement s'opère. Les terres ne suffisent plus. La cité doit s'étendre, prendre, conquérir, contrôler les autres. Elle entre alors dans un état où la guerre n'est plus accidentelle ou ponctuelle. La guerre devient nécessaire pour maintenir le niveau de vie. La cause de la guerre du point de vue platonicien n'est pas la nature foncièrement violente de l'homme, mais la démesure du désir. Tant qu'une cité est réglée par le nécessaire, la paix exulte. Dès qu'elle glisse dans l'illimité, la guerre est inscrite dans sa logique. On peut donc déjà formuler une thèse plus précise. Pour Platon, la paix entre cités dépend directement d'une éthique de la mesure. Pour Platon, la paix dépend d'une éthique de la mesure. Là où il n'y a pas de pléonexia, il n'y a pas de guerre structurelle. Mais la cité fiévreuse a besoin d'une armée, de soldats professionnels pour faire la guerre et s'étendre. Platon refuse d'en faire de simples instruments au service d'une pléonexia collective. Il formule alors cette question. Quel type d'âme peut porter les armes sans devenir elle-même un facteur de guerre ou de barbarie ? Pour répondre, il propose l'image du chien de garde. Le bon chien n'est ni celui qui mord tout le monde, ni celui qui ne mord jamais. C'est celui qui sait être féroce envers ceux qui le menacent et doux envers ceux qu'il connaît. Le critère n'est donc pas la force brute, mais la capacité à décerner l'ami de l'ennemi. Le gardien devra être, lui aussi, ami du savoir, sa nature guerrière devra être pénétrée de logos. Il sera en quelque sorte ce guerrier philosophe en puissance. De là découle le programme éducatif platonicien, articulé entre musique et gymnastique. La musique au sens large désigne chez Platon l'éducation par les récits, les mythes, les poètes et les chants. Il s'agit de filtrer ces histoires pour ne garder que celles qui forment l'âme à la justice, à la mesure et au courage. On évite ainsi les représentations qui font de la mort un mal absolu, pour ne pas engendrer la lâcheté chez les futurs combattants. Rien de tout cela n'est un divertissement innocent. C'est une véritable gymnastique de l'imaginaire, orientée vers la paix intérieure du gardien. La gymnastique physique, elle, forme un corps discipliné, sobre, endurant. Le régime doit être simple, sans excès de nourriture ni de vin, et adapté aux exigences du climat et de la guerre. Là encore, la force physique n'a de sens que sous la gouverne d'une âme réglée. Au terme de cette formation, Platon décrit le gardien accompli comme un être harmonieux. En lui, la raison, courage et désir sont accordés comme les notes d'un instrument. C'est déjà là une image de la paix intérieure. Non une paix molle, mais une paix d'éléments hiérarchisés où chacun a sa place. Toute l'éducation du gardien est en réalité tournée vers cette forme de paix intérieure de laquelle découle une paix collective par l'harmonie. Sur le plan politique, cette nature harmonieuse permet aux gardiens de devenir un garant de la paix civile. Les meilleurs d'entre eux deviendront naturellement philosophes rois. Leur tâche ne se réduit pas à repousser les ennemis, elle consiste aussi à maintenir l'unité de la cité en empêchant les extrêmes de richesse et de pauvreté qui créent des classes ennemies. Même dans la guerre, Platon assigne aux gardiens une fonction de modération. Il propose que les conflits entre cités grecques soient traités comme des querelles familiales, plutôt que comme des guerres d'extermination. Ne pas ravager les champs, ne pas massacrer les civils, ne pas réduire les Grecs vaincus à l'état d'ennemis absolus, mais préserver la possibilité d'une réconciliation. Là encore, la paix chez Platon n'est pas l'absence de combat,
mais la limitation de la violence par la raison et par la mémoire d'une communauté plus large. Le gardien concentre ainsi la logique platonicienne de la paix. Il rassemble en lui la capacité de guerre, mais aussi cette violence tenue, dirigée et bornée vers une âme éduquée à l'harmonie. Nous avons donc maintenant tous les éléments pour voir comment Platon raccorde justice et paix. Dans la cité idéale, décrite au livre 4, Platon distingue 4 vertus bien connues. La sagesse, le courage, la tempérance et la justice. La sagesse se loge du côté des gouvernants, le courage du côté des gardiens, la tempérance dans l'accord entre ceux qui commandent et ceux qui obéissent. La justice, elle, n'appartient à aucune partie en propre. Elle désigne la manière dont l'ensemble se tient. Platon propose une définition désormais classique. Une cité juste est lorsque chacun y fait ce qui lui revient et ne se mêle pas des fonctions des autres. Vu sous l'angle de la paix, cela signifie que les gouvernants gouvernent effectivement parce qu'ils sont plus aptes à voir le bien commun, que les gardiens soutiennent et défendent cette orientation, et que les producteurs produisent sans chercher à prendre le pouvoir. Personne ne cherche à usurper la place de l'autre. La cité juste apparaît alors comme un tout unifié, plutôt que comme une juxtaposition de groupes rivaux. Sa paix civile, c'est précisément cet état où la cité ne se fait plus la guerre à l'intérieur parce que ses parties coopèrent selon un ordre rationnel reconnu. Platon transpose ensuite ce schéma dans l'âme. Il distingue 3 principes: la raison, l'ardeur et le désir. La justice individuelle consiste à faire en sorte que la raison commande, que le thumos, l'ardeur, se mette à son service pour faire respecter ses décisions, et que les désirs y obéissent. L'âme juste n'est pas une âme sans conflit, mais une âme où les conflits sont tranchés par une instance stable, qui donne son orientation. Par analogie avec le corps, il parle d'âme en bonne santé. La paix de l'âme, c'est la santé de sa structure. Un certain ordre des forces, une tension juste, et non une anesthésie complète. L'injustice, à l'inverse, se définit comme un désordre. Le désir veut commander, la colère explose sans jugement. Chaque partie de l'âme veut être maîtresse. On tombe alors dans une guerre intérieure permanente. On peut maintenant formuler la thèse platonicienne avec plus de précision. La paix intérieure, c'est la justice considérée comme ordre de l'âme, et la paix civile, c'est la justice considérée comme ordre de la cité. Dans les deux cas, la paix est une forme d'organisation, pas seulement d'un état. Il est intéressant également de souligner la description des régimes dégradés par Platon dans les livres 8 et 9. Il ne change pas de grille de lecture. À chaque étape, on peut se demander qui commande, la raison, l'ardeur ou le désir, et quel type de paix en résulte. S'agit-il d'une véritable paix, d'un calme tendu ou d'une guerre larvée? La timocratie, par exemple, est d'abord ce régime où le thumos domine. L'honneur, la gloire, la discipline militaire y est son centre. L'ordre tient encore, la loi est respectée, et la cité n'est pas livrée au chaos. Mais la raison recule. On se méfie des vrais philosophes, on préfère des chefs plus durs, ambitieux, prompts à la guerre. La cité timocratique est tournée vers le conflit, vers l'extérieur comme vers l'intérieur. La paix existe encore, mais c'est une paix militarisée, tenue par la crainte et l'honneur, plus que comme une véritable harmonie rationnelle. L'oligarchie va un peu plus loin. Ici, c'est le désir de richesse qui prend le pouvoir. Seuls ceux qui possèdent gouvernent. La cité se coupe alors en deux, que Platon décrit comme 2 cités ennemies partageant la même enceinte, d'un côté les riches et de l'autre les pauvres. La paix civile se fissure, les pauvres envient et haïssent les riches méprisent et craignent les pauvres. La guerre civile n'est pas encore ouverte, mais elle est structurelle. À l'extérieur, l'oligarchie se montre prudente, parce que les riches n'aiment pas risquer leur fortune. Mais prudence n'a rien à voir avec une paix platonicienne, qui suppose une véritable unité intérieure. Enfin, la démocratie pour Platon est plus ambiguë. Elle apparaît après une révolution dans laquelle les pauvres ont renversé les riches. Elle se caractérise par une liberté extrême. Chacun fait à peu près ce qu'il veut, toutes les opinions se valent, toutes les manières de vivre se côtoient. On pourrait croire à une sorte de paix colorée, vivante, où chacun suit son désir et où personne ne domine durablement. Mais aux yeux de Platon, c'est une paix très fragile, parce qu'aucun principe stable ne hiérarchise les désirs.
La cité démocratique ressemble à une âme dans laquelle tous les désirs ont le même droit de cité, sans ordre. C'est un calme instable, toujours prêt à basculer dans la violence dès qu'un conflit d'intérêts devient trop aigu. Enfin, la tyrannie représente le point le plus bas de la courbe, l'anti-modèle absolu de la paix platonicienne. Elle naît paradoxalement au sein de la démocratie. Lorsqu'un homme du peuple capte le ressentiment des masses, se présente comme défenseur des opprimés. La cité se divise alors radicalement entre d'un côté le tyran et ses partisans et l'autre le peuple terrorisé. Sous la tyrannie, la guerre intérieure devient quasi permanente. Le tyran suspecte tout le monde, surtout les meilleurs, les courageux, les lucides, les riches, qu'il élimine ou qu'il envoie mourir à la guerre. Il entretient également des guerres extérieures pour occuper le peuple, justifier la répression et resserrer son emprise. La cité tyrannique est ainsi à la fois en guerre contre elle-même et en guerre contre les autres cités. L'âme du tyran est-elle le négatif parfait d'une paix intérieure livrée à des désirs sans frein, notamment le désir de domination. Derrière l'image du plus fort se cache un homme profondément malheureux, inquiet, incapable de goûter un repos stable, loin d'être en paix, il est en proie à une guerre intérieure permanente. On peut donc ainsi rassembler tout ce que nous venons de dire sur Platon et la République. Lorsque Platon pense la paix, il ne le fait pas à partir d'un idéal extérieur, une sorte d'état du monde où les armes se tairaient enfin. Il le fait à partir d'une certaine façon d'exister, d'une certaine forme. Une âme est en paix quand ses différentes puissances, la raison, le courage, le désir, sont hiérarchisées et accordées, sous la conduite du logos. La paix intérieure n'est pas un calme psychologique, mais l'absence de guerre en soi. La situation dans laquelle la colère cesse de se retourner contre la raison et où les désirs acceptent une mesure. Une cité est alors en paix quand ses classes remplissent leurs fonctions propres, sous la direction des meilleurs, sans chercher à se renverser mutuellement. La paix civile n'est alors pas l'absence de manifestations ou d'agitation ponctuelle, c'est l'absence de stasis, parce que la structure d'ensemble est reconnue comme juste. Chez Platon, la paix ne se dit presque jamais comme eirénée, mais elle se pense partout sous la forme de l'harmonie, l'homonoia. Dans la République, ce qui s'oppose à la guerre civile, ce n'est pas un simple cessez-le-feu, c'est un certain ordre du tout. Une cité est en paix quand chaque classe accomplit sa fonction propre. Platon parle de justice pour désigner précisément cet ordre dans lequel les parties sont hiérarchisées et accordées, comme les notes de musique d'un instrument. Autrement dit, ce que nous appellerions paix apparaît chez lui comme l'effet d'une structure harmonieuse. Là où règne la justice, naissent l'amitié, la concorde. La paix platonicienne est donc indissociable également de la justice. Non pas la justice comme répartition abstraite de droits, mais la justice comme structure ordonnée d'un tout. Ce n'est pas un calme sans relief. A l'inverse, la guerre, qu'elle soit militaire, civile ou intérieure, est toujours chez Platon le symptôme d'une démesure. Des désirs qui débordent leur place, une colère qui se trompe d'objet, des gouvernants qui servent leurs intérêts propres, des citoyens qui refusent toute hiérarchie. Platon, de ce point de vue, n'est pas pacifiste au sens moderne. Il ne condamne pas l'usage de la force en soi. Il admet la possibilité de guerre juste, lorsque l'ordre est menacé par l'injustice. Mais cette guerre légitime reste toujours subordonnée à la paix. Elle n'est qu'un moyen de restaurer un ordre, jamais une fin en soi. On pourrait ainsi résumer ceci par l'idée que la paix la plus haute commence dans l'âme. Tant que la raison ne gouverne pas en nous, tant que nos désirs et notre courage ne lui obéissent pas, toutes les paix deviennent fragiles et réversibles. La paix politique n'est donc qu'un prolongement de cette paix intime. Merci d'avoir écouté Sobrecrate pour le début de cette série Philosopher la paix. Avec Platon, nous avons entrevu une paix qui ne se dit pas toujours, mais qui se dessine comme une certaine harmonie, celle d'une cité où les fonctions s'articulent sans se confondre, et celle d'une âme où raison, courage et désir trouvent un accord plutôt qu'un affrontement. Plus qu'un idéal abstrait ou un simple arrêt des conflits, la paix apparaît ainsi comme une manière d'être ordonnée, où la justice donne forme aussi bien à notre vie intérieure
qu'à notre vie politique.